Bon. Donc, aujourd'hui, on va venir vous faire un petit... Oh mon Dieu, je m'entends présentement. On va venir vous faire une petite présentation sur les bases de fiscalité. Donc, en une demi-heure, donc ce ne sera pas un cours de fiscalité 101. Ça va être, on va passer au travers des grandes bases, des questions courantes qu'on nous pose régulièrement. N'hésitez pas au cours de la présentation. Si vous avez des questions, si quelque chose est mal compris, c'est toujours mieux quand c'est interactif. La fiscalité, ça peut devenir long si on embarque dans les petits paragraphes. Donc, le but, c'est que ça vous soit utile. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. J'ai-tu un petit... Comment je clique pour ici? Bon. Donc, je me présente, Pierre-Anthony. Je travaille depuis 6 à 7 ans en domaine de la comptabilité. J'ai travaillé avec des petites, des plus grandes entreprises. Oui. Faut que je l'augmente un petit peu? Ça, c'est pas... C'est-tu mieux? Non? Je pense que Est-ce que vous m'entendez bien là? Écoute, j'ai pas vraiment de signe de tête, fait que je vais prendre ça pour un nom. Ouais. OK. On va faire avec. Oh mon Dieu, toi, je t'entends bien. Donc, je me présente, je travaille depuis 6-7 ans avec les entrepreneurs, en fait avec des grosses entreprises et maintenant, plus récemment, avec les entrepreneurs qui se lancent, qui ont toutes sortes de questions. Donc, on les accompagne dans leur day-to-day au niveau de comment je commence à rentrer mes premières transactions, comment par après je maximise ma planification fiscale pour sauver de l'argent, en garder le plus possible pour investir dans l'entreprise. Bon, moi c'est Mathieu Joubert, je suis CPA-CA depuis 2009 et depuis 2012, j'ai ma maîtrise en fiscalité. Je pratique en entreprise privée dans les cabinets auprès d'entrepreneurs de petite et de très grande envergure depuis ce temps-là. Donc aujourd'hui, on va vous parler des deux étapes qui sont très importantes quand vous partez en entreprise, c'est-à-dire quand est-ce qu'on s'incorpore. Il y a plein de mythes là-dedans, il y a plein de... moi, je veux avoir mon entreprise, je suis incorporé, je suis une Inc. Il y a des avantages et des inconvénients, donc on va passer au travers rapidement des éléments importants pour savoir c'est quand est-ce que c'est le bon moment. Puis, une fois qu'on s'est incorporé, comment je me rémunère? Toute la question de salaire, dividende, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacune des options. On va survoler très rapidement les fiducies, les sociétés de gestion. Ça va être vraiment éventuellement comme une planification qu'on commence à générer beaucoup d'argent. Il y a des planifications fiscales qui sont un petit peu plus poussées. Ça commence par des sociétés de gestion fiducie. Puis on va finir par une dizaine de minutes, toutes sortes de questions qu'on se fait poser tout le temps. À chaque fois qu'on a quelqu'un dans notre bureau, les frais de déplacement, les autos, comment je procède, c'est quoi les étapes. Donc on va laisser 10 minutes. On va vous proposer des questions qui nous viennent souvent. Vous pourrez choisir celles qui vous rejoignent le plus. Donc, commençons par l'incorporation. J'ai toujours le concept de base, s'incorporer, peut-être que ce n'est pas les genres de questions que vous vouliez avoir aujourd'hui. S'incorporer, savoir quand devient le moment de s'incorporer, en fait, c'est quand est-ce que vous commencez à faire plus d'argent que ce que vous en avez besoin pour vivre. Donc, si vous faites 100 000 par année, vous n'avez besoin pour 100 000 pour vivre, faire nourrir toute la famille, il n'y a aucun avantage à s'incorporer, faire de l'argent en compagnie et tout retirer pour finalement le dépenser par après. L'avantage, c'est l'argent qui reste dans la compagnie qui va être imposé à un plus petit taux. Donc, si vous ne générez pas des liquidités supplémentaires au niveau purement quantitatif, ça ne vaut pas la peine de s'incorporer tout de suite. On va passer aux éléments qualitatifs par après. Donc, je vous donne un petit exemple juste pour que vous compreniez un petit peu ce que je viens de vous dire. On a ici une entreprise, M. Loranger, qui fait 400 000 de revenus annuels. Il y a des dépenses d'opération, ses oranges, ses frais d'administration, tout le kit pour 340 000. Puis lui désire se verser 50 000 de salaire par année pour subsister, pour vivre dans son DTT. Fait que si on fait le calcul, il reste combien d'argent au bout de la ligne après toutes dépenses payées? 10 000. Donc, 10 000, dans un cas de même, à 10 000, est-ce que vous considéreriez que ça vaut la peine d'un point de vue purement quantitatif? On s'en vient après ça. Là, on passe les règles de base, après on va arriver tous aux éléments qualitatifs, mais j'aime bien segmenter là, chacune des étapes. Donc, il reste 10 000 net. Est-ce qu'à 10 000, on dirait ça vaut la peine de s'incorporer? Je vois des noms de la tête, c'est mieux que des oui. Donc, effectivement, de base, on se dit, bon, s'incorporer, on va avoir les frais d'incorporation, les frais de travail de fin d'année, les obligations supplémentaires, c'est plus d'administration pour finalement, au bout de la ligne,
avoir 10 000 d'économie uniquement. Je suis en train de te voler ta slide, si tu veux embarquer. Non, c'est correct. Ouais. Donc, au bout de la ligne, tout ce qu'on vient se rajouter comme travail, comme frais supplémentaires ne vaut pas l'avantage du 10 000, la différence d'impôt que vous allez payer sur le 10 000 que vous gardez uniquement dans la compagnie. Ça ne vaut pas la peine, il n'y a pas assez d'argent dans la compagnie d'un point de vue strictement quantitatif. Maintenant, ceci étant dit, il n'y a pas uniquement les éléments quantitatifs, il y a également les éléments qualitatifs. Je vais te laisser embarquer là-dessus. Donc, première des choses, l'incorporation, c'est... Voyons. Première des choses, c'est toujours la question d'un report d'impôt. Donc, est-ce que, comme Pierre-Anthony disait, si je dépense tout ce que j'ai, puis je me le verse en salaire ou en dividende, puis il ne reste rien dans la compagnie, c'est une coquille vide, ça ne sert à rien. Il y a d'autres choses après. Donc, si on fait un report d'impôt, on l'a vu tout à l'heure, l'économie d'impôt, c'est 20,5, c'est un peu gossant. 20,5 versus 37, quasiment le taux, là, quand vous faites à peu près ce genre de revenu-là. Donc, vous allez avoir une économie. Mais là, le monde me dit que c'est une économie d'impôt. Non, c'est un report, parce qu'un jour, il va falloir que tu l'utilises, cet argent-là, personnellement, et c'est là que tu vas te faire imposer. Et donc, on diffère dans le temps. Ça, c'est ce qu'on parle du report d'impôt. Fractionnement de revenus, bon, ben, pour ceux qui ont suivi la saga Morneau, c'est presque plus possible, ou en tout cas, dans beaucoup de cas, c'est plus possible de faire du fractionnement, mais c'est encore possible de faire du fractionnement de revenus. Donc, on va vouloir s'incorporer pour en faire dans certaines situations. Les entreprises de services, je vous rassure, c'est plus possible. On va régler ça tout de suite. Déduction pour gain en capital. Donc, si vous montez une belle business, ça vaut 200, 300, 400 000, c'est votre bas de laine, on est d'accord. Là, je pense que tout le monde ici, les REER, c'est pas tout le temps de priorité, c'est monter ma business, réinvestir l'argent, engager des employés. Et donc, quand je vends, c'est cet argent-là que je veux. Ben, en s'incorporant, je viens vous exempter la totalité du gain en capital jusqu'à à peu près 850 000. Donc, votre bas de laine, là, il est là. Si vous n'êtes pas incorporé, vous allez être imposé sur toute la vente de vos actifs, puis ça va monter peut-être à 53 % d'impôt. C'est pas le fun. Protection d'actifs, bien évidemment, il y a une différence entre vous personnellement et une compagnie. Donc, on a une certaine protection additionnelle. C'est sûr que, ben là, si on parle des DAS et tout ça, là, les TPS TVQ, des choses que vous devriez remettre au gouvernement, vous n'êtes pas protégé parce que vous deviez les remettre théoriquement. Fait qu'ils vont vous poursuivre si vous les sortez. Mais pour tout le reste, les créanciers, tout ça, on le sait, vous pouvez faire une faillite d'entreprise sans faire une faillite personnelle, à moins que les banques aient pris des garanties et que ce soit bien backé. OK, je vais vous parler moins fort. L'assurance vie. OK. Ouais. Je sais pas s'il est possible de l'arranger un petit peu. Donc, l'assurance vie, c'est juste de dire rapidement là, que si vous voulez la mettre dans la compagnie, ben, c'est payé à même des profits de la compagnie. Donc, vous n'avez pas à payer ça avec votre argent personnellement, donc qui est imposé à un taux plus élevé. Et finalement, la question du transfert des actifs. Donc, quand on vous incorpore, vous avez déjà une liste client, vous avez des mobiliers, des ordinateurs, des choses en même. Ben, il est possible de les transférer dans la compagnie au début de la création, puis d'aller vous chercher une sorte de bien à payer. Donc, ça va vous avantager. Vous allez pouvoir vous sortir de l'argent moins taxé. Là, je vais m'approcher, excusez. Perte fiscale. Donc, la problématique, l'inconvénient, c'est évidemment, au début, la compagnie va peut-être pas bien, donc on a des pertes. Bien, quand on n'est pas incorporé, c'est le fun. Ces pertes-là, on peut les déduire contre notre revenu d'emploi qu'on avait de notre ancien employeur. Pour ceux qui ont des blocs locatifs, ça peut les réduire aussi de tout ça. Si on est incorporé, ben c'est pas possible. C'est plate, mais les pertes vont être là jusqu'à temps qu'on commence à faire du revenu. Autre chose, la structure, c'est coûteux. On l'a vu tout à l'heure, une incorporation de base, là, c'est entre 3 à 5 000 $, dépendant si vous allez voir un cabinet d'avocat, un notaire, peu importe, la grandeur aussi. 3 5 000, c'est sûr que ça coûte cher. Des fois, ça ne vaut pas la peine. C'est ce qu'on regarde. C'est plus complexe à gérer. Parce que quand vous êtes travailleur autonome, votre poche droite, c'est vous, votre poche gauche, ben, c'est encore vous. Quand vous avez une compagnie, maintenant, vous devez distinguer les deux. Vous avez la compagnie d'un bord, vous de l'autre, puis si vous avez une fiducie, ben, c'est la petite poche arrière. Là. Fait qu'il ne faut pas se mélanger. Quand vous sortez de l'argent de quelque part, il va falloir vous imposer quelque part. EPSP, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est les personnes qui étaient employées d'une des compagnies, que là, l'employeur est venu dire, puis on va te donner un avantage, on va te rendre travailleur autonome, puis tu vas pouvoir déduire tes dépenses.
ben, le gouvernement a prévu, puis vous pourriez être taxé jusqu'à 66-67% sur l'argent que vous allez vous sortir de la compagnie en dividende. Fait que si vous êtes dans des cas de même, sauf les informaticiens, appelez un fiscaliste. Et finalement, ben, le fameux 15-2, c'est juste de vous rappeler, c'est des avantages imposables. Donc, si vous mettez une automobile dans la compagnie vous paye plein d'affaires, vous paye l'assurance médicaments, ben, pensez juste que c'est des choses qui bénéficient à vous personnellement, parce que l'auto, je présume que vous devez l'utiliser aussi pour aller faire l'épicerie une fois de temps en temps. Ben, il y a un avantage imposable à vous mettre. Puis ça, c'est une grosse chose qu'on oublie au début, on pense pas, on met tout dans la compagnie pour déduire, puis on y pense plus après. Mon Dieu. On va revenir sur ce point-là éventuellement sur les véhicules. Si on synthétise un petit peu les gros avantages quand on commence, c'est sûr que la protection des actifs, c'est super important. Si vous avez une grosse poursuite au niveau personnel, vous faites poursuivre pour 1 million, ben, si vous n'êtes pas incorporé, ils viennent manger, ils viennent prendre vos bobettes puis ils partent avec tout. Tandis que si vous êtes incorporé, ben, c'est uniquement la compagnie qui est à risque. Votre maison personnelle, tout ça n'est pas à risque. Un des éléments très importants de l'incorporation. Puis la déduction de gain en capital, c'est bien amené, le 850 000, effectivement, quand vous allez vendre votre business dans 5, 6, 10 ans, ben, si vous n'êtes pas incorporé, vous allez faire 850 000, ça va être sur votre revenu, vous allez payer beaucoup d'impôts. Tandis que dans une compagnie, il faut respecter certains critères, puis là, vous viendrez nous voir, vous viendrez voir des fiscalistes. Mais si vous respectez les critères, ben, vous ne payerez pas d'impôts du tout sur la vente de votre 850 000. Deux éléments très importants à garder en tête. Si on continue, donc l'exemple 2, on faisait un petit peu le même cas avec un mocking marketing enregistré. Donc on va un peu amener les éléments quantitatifs, qualitatifs. 95 000, la personne fait 95 600, c'est dépenses d'opération, c'est un professionnel, pas beaucoup de dépenses, c'est 20 600 et veut se retirer un salaire de 40 000 pour couvrir ses dépenses personnelles. Dans un cas de même, combien d'argent il reste? Est-ce que ça vaut la peine de s'incorporer? Oui, non. Il y a peut-être des éléments qualitatifs. Je vois des hochements de tête. Moi, je vois plus ça en ce moment. C'est comme ça, je pense qu'on a pogné le bon cas. C'est comme, je suis pas sûr si lui devrait le faire ou pas. Ben, non, je vais rester ici parce que sinon, je vais avoir la distorsion. Donc, si on regarde, c'est juste 35 000 $. Quand même, c'est pas beaucoup pour une première année, c'est sûr, mais si c'est 35 000 $ même à chaque année, là, vous voyez que c'est déjà une économie d'impôt de 5 700 $ la première année entre le taux d'impôt personnel et le taux d'impôt corporatif. Et même si ça lui coûte quasiment 3 500 pour tout créer la compagnie, les états financiers, toute la patente, ça vaut quand même la peine parce qu'en un an ou deux, vous allez avoir récupéré cet argent-là. Donc, c'est comme ça qu'on va mesurer est-ce que vous devriez vous incorporer ou pas en tant qu'entrepreneur. C'est sûr que si la première année, on l'a vu tantôt, c'était 1400 pour le fleuriste. Lui, ça va lui prendre du temps avant de récupérer. Puis même, il ne fera jamais assez d'argent pour tout éponger ses frais avant un méchant bout. Donc, lui, ça ne valait pas la peine. Lui, ça peut valoir la peine. D'un point de vue quantitatif, effectivement. Quantitativement, ça vaut la peine. Là, maintenant, si on regarde à côté, ben, c'est un gars de marketing. Report d'impôt. Ben lui, ça va être difficile parce que c'est une entreprise de service, mais il y a peut-être un moyen de le faire avec une société de gestion à un moment donné. On va rentrer plus loin à expliquer ce qu'est une société de gestion, mais on ne rentrera pas dans le fractionnement. Ça pourrait être un cours en lui-même. Déduction pour gain capital. Bien, c'est sûr, il va se créer une firme de marketing. Je pense que vous en avez plein ici. C'est sûr que ça vaut plus que 800 000, certaines qui sont ici ce soir. Donc, ça va valoir la peine de le faire. Fractionnement de revenus, ben c'est ça. Un report d'impôt, on en parlait, c'est fractionnement qu'on n'en parle pas. Excusez. C'est moi ou c'est toi, là? Je sais pas. Je sais plus, hein? Puis protection d'actifs, ben c'est sûr qu'au niveau du protection d'actifs, ben oui, il y a une compagnie entre lui et ses affaires personnelles, donc éventuellement, ça va valoir la peine. Fait que pour le quantitatif, lui, c'est sûr que ça vaut la peine. Qualitatif, oui, ça vaut la peine, donc lui, ça serait un cas que moi, j'incorporerais personnellement. Dans les points, si Monsieur Marketing fait plein d'erreurs qui donne des problèmes à ses clients, ben, puis il se fait poursuivre, il n'y a pas d'assurance, ben, la poursuite va uniquement rester dans la compagnie. Ouais. Bon, ça, c'est rapidement. Je veux juste vous expliquer. C'est juste que vous avez peut-être entendu qu'au Québec, les taux d'impôt sont désastreux là, avec le fameux 5500 heures où votre comptable vous a peut-être posé la question à chaque année. C'est que si vous avez moins que 5500 heures, les taux d'impôt, vous perdez le petit taux au Québec, vous tombez au gros taux. Donc, vous avez une désintégration entre les deux. Là, je vais juste vous emmener à 2021. Par 5500 heures, on dit 5500 heures d'employés qui travaillent dans la compagnie sur une année donnée. Exact. Et vous, ben, même si vous travaillez vous autres 5500 heures en tant qu'actionnaire, ça compte pas. C'est maximum 40 heures semaine. Le gouvernement ne considère pas qu'une personne peut travailler plus qu'à 40 heures semaine humainement. C'est des fonctionnaires, évidemment. Les autres sont à 32. Mais bon, nous, on sait que c'est plus qu'à 40 heures.
Fait que, juste pour donner une idée, en 2021, quelqu'un qui va avoir des employés va être taxé corporativement à 13%. Maintenant, je vous pose la question du quantitatif. 13 versus 37 tantôt. Est-ce que c'est un low-brainer? Oui. Si une personne a des employés, je pense que ça devrait être automatique dans sa tête éventuellement. L'autre, à 20,5, c'est un entrepreneur unique. Donc, c'est le gars qui s'est parti à la firme de marketing, qui au début exploite le comptable seul, le fiscal avocat, le fiscaliste, puis il n'y a pas d'employé. Ben, lui, il va être taxé à 20,5 au lieu d'être taxé à 13. Fait qu'il y a quand même un écart de 8% entre les deux. C'est juste ça. Bon. Fait que si vous avez moins de 5500 heures d'employés, venez voir votre comptable ou votre fiscaliste avant de décider de vous incorporer ou pas. Bon, principe d'intégration, une fois que vous êtes incorporé, vous allez avoir la question qui tue, la question que vous n'avez pas quand vous êtes travailleur autonome. Est-ce que je me verse un salaire ou est-ce que je me verse un dividende? Le concept de base, c'est que si on se verse un salaire ou un dividende, on va payer un petit peu moins ou un petit peu plus dans la compagnie au niveau personnel, mais l'impôt combiné, c'est-à-dire l'impôt qu'on paye dans la compagnie plus l'impôt qu'on paye au niveau personnel, principe d'intégration de base dit que je me verse un salaire ou un dividende, on va payer à peu près la même chose. Ça, c'est si on ne tient pas en compte les avantages sociaux. Ceci étant dit, on a un fiscaliste avec nous qui aime rentrer dans les chiffres vraiment en détail. Il faut dire que c'est pas totalement vrai. Il y a une petite désintégration. C'est pour ça qu'il faut venir voir notre comptable, notre fiscaliste avant de prendre une décision. Évidemment, on dit que c'est la théorie, 50-50. Ça, c'est la théorie. Il y a 4 ans, c'était pas mal la réalité quand même, avec une légère désintégration. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, une personne qui est travailleur autonome, donc qui ne s'incorpore pas, c'est 53,31% d'impôt. Ça, vous le savez, c'est la braquette la plus haute. Là. Évidemment, on ne parle pas des braquettes entre les deux. Si on regarde quelqu'un qui fait de l'argent dans une compagnie, qui se le sort en dividende, il va être taxé à quasiment 57,32. Quasiment 57,5. Ce qui est quand même 4,5% d'écart. Fait que là, vous allez me dire, ben, pourquoi je devrais m'incorporer dans ce cas-là? Ben, c'est là qu'on vient de parler du report d'impôt. Puis il y a plein d'autres éléments qu'on va rentrer. Donc effectivement, le choix de se verser un salaire ou un dividende, on réalise que dans bien des cas, puis là, chaque cas de figure, c'est un cas par cas, mais dans bien des cas, le dividende coûte un petit peu plus cher. Cependant, le dividende, on n'a pas besoin de payer les avantages sociaux. Et là, c'est un gros élément de décision entre le salaire et le dividende. Quand on se verse un salaire, ben, on va payer 15%. Vous avez tous probablement eu une paye dans votre vie, là. On a la paye brute, puis on paye panoplie d'affaires pour des choses qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Ben, tout ça, ben, c'est le régime des rentes du Québec, régime Québec d'assurance parentale, l'assurance emploi, qu'on n'a pas besoin de payer si on se verse un dividende. Mais en même temps, on ne peut pas y bénéficier non plus. Donc, savoir est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que nous, c'est un petit peu comme des assurances, est-ce que nous, on détermine que ces avantages-là valent réellement le 15%? Ça va dépendre de votre situation, puis c'est du cas par cas. Bien des entrepreneurs vont dire non. Dans mon cas, ce que je veux, c'est garder le plus d'argent possible, le laisser dans le business, le réinvestir. Mon régime des rentes du Québec à 65 ans, j'en ai rien à foutre, je veux partir pour le coup de circuit. Donc, dans un cas de même, je veux dire effectivement, c'est un des éléments que je pourrais dire, oui, ça vaut la peine de se verser un dividende au lieu d'un salaire. Ceci étant dit, il y a plein d'autres éléments. Si on se verse un salaire, on peut cotiser à des REER. On peut augmenter notre droit de cotiser à des REER, chose qu'on ne peut pas faire si on a des dividendes. Mais je reviens dans la même cas de figure. Si votre but, c'est de prendre le plus d'argent, réinvestir dans le business, puis d'évoluer là-dedans, puis de ne pas investir dans les REER, mais vraiment réinvestir dans votre entreprise, ben, vous ne voulez pas nécessairement avoir cet avantage-là. Donc, ça peut coûter cher. Puis quand vous mettez votre argent dans les REER, vous ne le ressortez plus de là par après, à moins que vous achetiez votre résidence principale. Mais une fois que vous mettez dans les REER, c'est pour du long terme. Donc c'est un cas de figure qu'il faut prendre, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Il y a d'autres éléments comme le régime Québec assurance parentale. Il faut comprendre que, bon, vous pourriez décider sur une année donnée de verser du salaire et du dividende pour bénéficier de cet avantage-là avant que vous tombiez enceinte ou que vous ayez un enfant. Donc, il y a possibilité de jouer avec ça. De base, ça fait pas mal partie des avantages les plus importants. Il faut aussi garder en tête que ça fait 2 ans que vous êtes en opération et vous voulez acheter une maison au niveau personnel. Vous avez tout mis vos actifs dans la compagnie. Puis ça fait moins de 2 ans que vous êtes en opération. Les banques bien des banques ne prendront pas en considération votre entreprise. Puis si vous versez des dividendes, ils ne voient pas ça comme un salaire. Fait qu'ils vont voir comme si vous n'êtes pas rémunéré. Donc vous allez cogner à la porte pour aller acheter une maison. Ils vont dire selon moi, vous ne gagnez rien. Fait que vous n'aurez rien partout. Fait que c'est un élément à prendre. Si vous voulez acheter une maison dans les 2 premières années que vous partez une business, ben, peut-être que c'est un salaire que vous devriez verser. Un autre élément très important pour des business, des entreprises qui font du recherche et développement, pour pouvoir bénéficier du crédit de R&D qui est super avantageux, que vous devriez toujours aller chercher si vous êtes éligible, il faut absolument que vous versiez un salaire. Les dividendes ne rentrent pas là-dedans. Donc ça, c'est un élément, c'est le premier élément à regarder. Si le temps que vous mettez, c'est pour faire de la recherche et développement, salaire, c'est sûr et certain.
Donc, on a vu encore là le qualitatif. Maintenant, on va regarder le quantitatif. Bon, là, la personne a 50 000 de liquidité dans sa compagnie. Donc, elle a payé, elle a fait du revenu, elle a fait des dépenses. Donc, il lui reste 50 000. Qu'est-ce qu'elle fait? Première chose, elle va verser un salaire de 44 000 et des poussières avec les charges sociales maintenant. Donc, on va tomber à une dépense complète de 50 000. Et donc, le 50 000 dans la compagnie, il ne restera plus rien, donc non imposable. Alors que du côté du dividende, ben, le 50 000, c'est non déductible évidemment pour la compagnie, ce n'est pas une dépense. Donc, la compagnie va devoir payer l'impôt sur 50 000 et la balance va être versée à l'actionnaire. Et donc, vous voyez la différence. Là, on parle d'un écart d'à peu près 6 000 entre le salaire et le dividende. Ça, c'est vraiment pour vous montrer l'écart entre ce que vous payez au niveau compagnie et ce que vous payez au niveau particulier. Juste vous donner un exemple. En incluant les avantages sociaux, vous pouvez voir que vous avez une économie totale pour le dividende de 10 parce que vous ne payez pas pour les avantages sociaux. Mais vous n'y avez pas le droit non plus. Tu vois toujours pas. Vous voyez toujours pas? Vous voyez pas? Donc, c'est principalement à raison des charges sociales qu'il y a ce gros écart-là entre le salaire et le dividende, parce qu'on est en plein dans les charges sociales ne sont pas encore maximisées. Là. Vous savez, le RRQ, on est à peu près à 57, 58 en ce moment. RQAP, on est autour de 77, 78 000. Puis évidemment, comme vous êtes travailleur autonome incorporé, donc vous êtes actionnaire de la compagnie, vous n'avez pas à payer l'assurance emploi parce qu'ils se disent vous n'allez jamais vous sacrer dehors vous-même. Il y a juste Apple qui l'a fait avec Steve Jobs, mais autrement, personne ne va se mettre à la porte lui-même. Ça, c'était pour une compagnie qui était éligible aux 5500 heures, donc ça veut dire qu'elle avait des employés, donc elle avait le petit taux que je vous disais qui va finir à 13 %. Là, l'autre exemple, celui-là, c'est si je suis en bas de 5500 heures, donc je suis travailleur autonome que je me suis incorporé, je suis le seul dans l'entreprise. À la limite, j'ai peut-être une adjointe à temps partiel ou j'ai des sous-traitants qui m'aident, mais je suis le seul employé sur le payroll ou la seule personne éligible. Donc, vous voyez la différence, ça passe de 10 % à peu près 3 000 $. Donc, en pourcentage, on parle à 6. Au bout de la ligne, incluant les avantages sociaux, l'avantage d'un dividende reste de 3 000 $ en différence. Mais encore une fois, si on prend le dividende, on a un avantage de 3 000 $, mais on n'a pas les avantages sociaux. Fait que dans un cas de 5 500 heures, ça commence à coûter plus cher, ça verser un dividende. Fait que ces avantages sociaux-là coûtent pas mal moins cher et commencent à être de plus en plus intéressants. Là. Si vous regardez juste avant de changer, le dividende, il a l'air de ne pas avoir beaucoup d'impôts à payer. C'est parce que un dividende autour de 30 à 35 000 au Canada et au Québec, au fédéral, vous ne payerez pas d'impôt du tout. 0 impôt sur 35 000 $ de dividende. Québec, vous allez payer évidemment l'assurance médicaments si vous n'en avez pas une. Mais sinon, vous allez payer pour à peu près 1 000 500 $ d'impôt à cause du crédit pour dividende. Mais il faut que ça soit le seul revenu que vous avez. Sinon, ben là, on va tomber à des taux d'impôt plus élevés. Ça, c'est pris en considération dans tout le concept d'intégration qu'on se parlait tantôt. Donc, un petit peu plus d'impôt au niveau de la compagnie, un petit peu moins au niveau personnel. Très rapidement maintenant, votre business, ça va vraiment bien. L'argent commence à s'accumuler dans la compagnie. C'est le fun, mais on n'aime pas ça avoir de l'argent dans une compagnie opérante pour 2 raisons. Première raison, si vous vendez votre compagnie, vous avez trop de liquidité, ben, votre compagnie ne sera plus éligible à la déduction pour gain capital qu'on parlait tout à l'heure, donc vous allez perdre l'avantage fiscal de 850 000. Donc, quand même, là, je pense qu'on y a tous le droit, fait que ça vaudrait la peine de faire quelque chose. Et l'autre chose, c'est que si vous avez un risque, vous vous plantez dans un contrat, vous êtes poursuivi, puis vous avez un 60-70 000 de liquidité, peu importe que ce soit en CPG, que ce soit à la bourse, que ce soit dans le compte de banque à regarder le mur, c'est pas grave, il y a de l'argent dans le compte, ben vous allez être poursuivi, vous allez devoir payer. Fait que qu'est-ce que vous faites? Quand il y a trop d'argent dans le compte, on va s'en aller vers des véhicules de placement. Donc, on va aller vers une société de gestion ou on va aller vers une fiducie. On a souvent entendu ça, là. Tout le monde me dit qu'une fiducie, ça vaut à peine. Ben, et où la différence entre une société de gestion ou une fiducie? Ben, dans un premier cas, la société de gestion, ça fait une sorte de protection d'actifs additionnelle. Parce que les liquidités passent de la compagnie qui opère, donc l'opérante, qui génère les contrats et l'argent, la vache à lait. Puis, l'argent, quand il est en extra, on la verse en dividende à une compagnie en haut, qui est la société de gestion. Et là, les placements sont faits dans cette compagnie-là. Ce qui fait que si vous êtes poursuivi, vous avez fait une erreur, vous êtes poursuivi, vous devez 75 000, bien, l'argent n'est plus là. Fait que, faillite, merci, bonsoir, l'argent est encore dans le holding, vous pouvez repartir ça à neuf après ça avec de l'argent que vous avez gardé. Ça vaut la peine quand vous avez de l'argent. Si vous n'en avez pas, on ne le fera pas tout de suite.
Portefeuille d'investissement, évidemment, vous investissez l'argent là-dedans via la bourse ou via des immeubles, comme vous voulez. Ça fait que vous évitez de sortir l'argent personnellement et de taxer un taux trop élevé. Parce que des dividendes intercompagnies, si vous contrôlez grosso modo, donc si la compagnie de gestion est au-dessus, votre taux d'impôt à un dividende interco, comme ça, c'est 0%. Donc, si vous versez 75 000 à votre compagnie, c'est 75 000 qui reste à placer. Si je vous sens 75 000 dans vos poches, vous êtes taxé à 40 et vous en reste plus gros. C'est pour ça qu'on fait ça. On rentre trop en détail en ce moment. Est-ce qu'on est vraiment. Ça vous intéresse jusque. Moi, je vois des oui, je vois des non. Bon. Fait que je pense que le monde, c'est ça. Hein? Autre chose, ça se peut qu'il y ait des exigences. Ils vont avoir une question? Oui. Exact. Si on le verse à la société de gestion, la question de madame, si on le verse à la société de gestion et après ça, la société de gestion le sort à l'actionnaire, oui, ça va être taxé dans les mains de l'actionnaire. Au taux personnel. Oui, l'intégration se suit. Que ce soit une compagnie ou une autre, ça revient au même. L'avantage principal, c'est d'isoler les actifs à part pour ce qui me fait penser avec votre question, si on décidait de verser à la société de gestion, mais la société opérante en aurait besoin pour acheter une nouvelle machinerie, tu sais, ça peut arriver, là, on veut protéger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le dividende à la société de gestion. La société de gestion va reprêter l'argent à l'opérante et ben, on appelle un avocat et on dit « Peux-tu me prendre une hypothèque sur mon billet, s'il te plaît? » Puis comme ça, vous êtes protégé. On a un billet de premier rang. Donc, s'il y a une saisie, ben, la société de gestion a le droit de rapatrier son 75 000 en priorité. Donc, s'il vous reste juste des machines et des gogos de même, ben, c'est la compagnie de gestion qui ramasse les machines avant les banques et autres. Donc, parlez à votre notaire avocat dans ce cas-là. Autre chose, il y a les exigences réglementaires. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les autres professionnels, mais le meilleur exemple, certains médecins qui font de la RAMQ, ils ont le droit à un certain pourcentage à générer avant de pouvoir commencer à faire de l'immobilier. S'ils font trop d'immobilier ou d'investissement dans leur compagnie opérante de RAMQ, ils vont avoir des problèmes. L'autre, le plus flagrant, c'est les pharmaciens. Les pharmaciens, il y a deux types. Il y a l'officine, ça c'est quand vous allez chercher vos petits médicaments sous prescription en arrière, ça on appelle ça l'officine. Et en avant, où ce que vous allez acheter vos chips, vos liqueurs, ben, finalement tout ce qui est santé, là, ben ça c'est une autre compagnie à côté parce que l'ordre refuse que l'officine soit dans la même chose que vos chips. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours deux compagnies. Donc, une va servir un peu de gestion et va se refacturer. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des exigences réglementaires qu'il faut tenir en compte selon votre corps de métier. Surtout ceux qui sont dans des ordres professionnels, c'est quelque chose qu'il faut y penser. La fiducie? Oui. Non? Ben, oui. Est-ce que vous voudriez qu'on embarque plus profondément dans la fiducie? Est-ce que c'est le genre d'information qui vous intéresse? Ou j'ai l'impression qu'on en perd un petit peu avec ce niveau-là? OK. Bon, généralement, d'abord, juste pour aller en général, la fiducie, ça va être la clé de voûte en haut de la structure. C'est la protection ultime pour la protection des actifs. Donc, si vous voulez protéger votre maison, vous voulez protéger des choses, vous allez mettre une fiducie au-dessus de tout ça. Et la fiducie va servir de protection sur tout le reste de vos actifs. Donc, moi, vous pourriez le voir un peu comme la Ferrari, la Lamborghini de l'auto, alors que l'autre, ben, comme c'est une protection d'actifs un peu plus faible, bon, c'est peut-être une Toyota. C'est fiable, là, mais on n'ira pas bien plus loin que ça. Il nous reste 5 minutes. Il va y avoir plusieurs autres petites questions que je pense qu'ils vont plus rejoindre. Aussi, un dernier élément, ça permet de multiplier le 850 000 qu'on vous parlait avec les restes de la famille. Donc, si vous faites bien de l'argent, ça commence à être intéressant. Bientôt nous voir, puis on pourra parler de ça vraiment plus en détail. Il nous reste 5 minutes, donc on a mis 6 questions qu'on n'aura probablement pas le temps de passer tout au travers. Vous pouvez les regarder, voir est-ce qu'il y en a d'entre elles qui vous rejoignent. Sinon, on peut en passer une aléatoirement. Mais il y a les frais de déplacement, il y a les taxes, comment se structurer en fin d'année. Fait que vous pouvez les regarder. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez qu'on regarde en premier lieu? Non. S'il y en a une qui vient vous rejoindre ou vous voulez qu'on la prenne aléatoirement? Vous ne voyez pas de là-bas, oui. j'imagine? OK. Bon.
Donc, deux éléments que j'entends souvent parler qu'on rentre de dépenses qu'on peut prendre facilement. C'est toutes les dépenses à domicile. Si vous n'avez pas encore un bureau, vous travaillez de chez vous, il y a beaucoup de dépenses qui sont déductibles à ce niveau-là. On peut prendre un pourcentage de votre bureau, pourcentage de tout ce que vous payez dans la maison, qui va être considéré comme des dépenses d'affaires. Donc, vous allez avoir, comme si vous mettiez de l'argent dans la compagnie, vous allez pouvoir aller sauver beaucoup d'argent à ce niveau-là au niveau de l'imposition, puis vous allez pouvoir ajouter des dépenses supplémentaires dans la compagnie. Il y a également tout le kilométrage, les frais de déplacement. Quand vous êtes incorporé, vous avez deux choix. Vous avez le choix entre mettre l'auto dans la compagnie, prendre un pourcentage du gaz, prendre un pourcentage la dépréciation du véhicule, les réparations, le permis de conduire, prendre un pourcentage d'utilisation sur le véhicule de toutes ces dépenses-là, ou se rémunérer par kilomètre, donc à 55 cents le kilomètre pour chacun des kilomètres que vous faites à des fins d'affaires dans l'année. Il y a un choix entre les deux, c'est pas toujours un ou l'autre, dépendamment de votre situation, le nombre de kilomètres que vous faites, le nombre de kilomètres à des fins, le pourcentage à des fins d'affaires que vous faites. La valeur de votre véhicule, selon tout ça, il y a une décision qui est plus rentable que l'autre. Nous autres, on vous accompagne. Votre comptable, votre fiscaliste est supposé vous accompagner là-dedans pour vous dire laquelle des options est la meilleure pour vous d'un point de vue fiscal. Une autre dépense que les gens oublient beaucoup. Souvent, on va avoir besoin d'argent, fait qu'on va des fois refinancer notre maison pour investir dans la compagnie ou acheter des affaires pour l'entreprise. On va aller chercher une marge de crédit à côté, tout ça. Et le monde a tendance à dire « Ouais, mais là, attends, j'ai pris une hypothèque sur ma maison que j'habite. Moi, les intérêts ne sont pas déductibles, là. Je l'habite, la maison. » Non, c'est faux. Le prêt a servi à générer un revenu. Vous avez acheté des affaires pour la compagnie, vous avez injecté de l'argent pour la compagnie ou pour vos actifs ou autres. Donc, ce prêt-là, s'il est utilisé à 100% pour la compagnie, les intérêts sont déductibles. Souvent, on finit par l'oublier parce qu'on pense que c'est parce que c'est notre maison personnelle. Fait que prenez en compte que c'est pas parce que c'est la question de comment j'utilise les fonds avant c'est à quelle fin je le hypothèque. Je pense que c'est le temps, on dit que c'est terminé. Donc, si vous avez d'autres questions, on va être ici les 2 prochaines journées. On va être ici encore demain. Donc, vous pouvez venir nous voir, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions particulières que vous avez individuellement. Merci. Merci.